Bom dia a todos e todas. É com muito prazer que começamos a sessão especial Metodologias em Ciências Sociais, explorando as formas e os fundamentos do vínculo social, a contribuição da comparação internacional. Para essa sessão, a Ampox tem o enorme prazer de receber o professor Sérgio Pogam, e eu tenho o privilégio de introduzir essa sessão e organizar o debate ao final entre nós. Essa é uma sessão em que a Ampox procura aprofundar o debate enlaçando teoria e métodos, tá? E aprofundar esse debate fazendo a interlocução, não só entre campos, o da teoria e o dos desenhos metodológicos e dos desafios metodológicos, mas interlocução entre nós, brasileiros, e colegas do exterior, proeminentes no campo, respeitáveis no Brasil. Na sessão de hoje, desse encontro, nós recebemos, como disse, o professor Sérgio Pogam. O professor Pogam é um eminente sociólogo francês, cuja produção, desde há muito, circula entre nós, no Brasil. Ele é diretor de estudos na École des Hautes Études en Sciences Sociales. Ele é diretor do Centre Maurice Robax, onde ele tem a cátedra sobre Sociologia das Desigualdades e das Rupturas Sociais. Os trabalhos de pesquisa do professor Pogam, provavelmente bastante conhecido entre nós que estamos nessa sala, tá? Concernem a sociologia das desigualdades e das rupturas nas sociedades contemporâneas, as formas elementares da pobreza, aos processos de desqualificação social, a precariedade profissional, o desemprego na Europa, os avanços e retrocessos nas formas de regulação do estado de bem-estar. Tudo isso, volta e meia, tomado numa perspectiva comparativa e com uma forte ênfase nos padrões de solidariedade e nos vínculos sociais, tá? Dizendo duas palavras nessa abertura, e eu vou ser bem breve para nós aproveitarmos ao máximo o tempo de fala do professor Pogam, porque é isso que nós viemos aqui, e termos tempo para com ele discutir, né? Eu diria que a sua pesquisa tem um valor nutriente para nós no campo da sociologia, porque, sobretudo, ela produz, ou tem produzido ao longo do tempo, um entrecruzamento muito frutífero entre campos de estudos vigorosos, né? Mas que têm andado, por assim dizer, usando uma metáfora muito cara à reflexão feminista e dos estudos do trabalho, em corredores de vidro, né? Costumavam trilhar por corredores de vidro. Interconectando campos como o da pobreza, o das condições e das relações de trabalho e o das formas de solidariedade. Todos esses, ou cada um deles, campos notavelmente vigorosos na produção intelectual, mas campos que se fertilizavam reciprocamente de uma maneira não tão intensa quanto essa fertilização recíproca aparecerá na obra do professor Sérgio Pogam, tá? Temos que bater no peito, tá? Avançamos em termos de especialização temática, tá? E assim a gente avança em todas as disciplinas, mas esse avanço, via de regra, cobra um preço, tá? Avançamos tematicamente, mas às vezes fazemos dialogar pouco esses campos em seus avanços. O que me parece mais encantador na formulação do professor Pogam é justamente essa capacidade de enlaçar achados e fazer com que achados de um campo desafiem achados do outro campo, né? Isso é muito claro, e é curioso como isso, eu diria que isso é um dado constitucional, né? Nasceu com. O professor Pogam faz isso desde a sua tese de doutorado, né? E é uma tese que foi publicada entre nós com grande sucesso, né?
Em 91, ela sai como livro na França, com o título da Desqualificação Social, Ensaios sobre a Nova Pobreza, estou sublinhando a nova, né? Em 2003, ela é traduzida para o português, né? Quer dizer, essa pedra de toque, que começa com os estudos de exclusão e pobreza, já desde aí ela traz em si, né, o germen dessa necessidade analítica de fazer interconectar esses elementos, por um lado. Por outro, esse pleito sobre o lugar da sociologia. Esse é o segundo ponto que eu queria chamar a atenção. Quer dizer, uma análise sociológica, ela é urgente, ela é vital, e ela supera todo o risco. Uma verdadeira e sólida análise sociológica, ela tem essa capacidade de superar os riscos da rápida e simplificadora objetificação dos nossos elementos de estudo, né, dos nossos focos de estudo, porque nos chama a atenção para a necessidade de construir historicamente e relacionar interpretativamente diferentes fenômenos, né? Eu não vou me alongar muito, a gente poderia passar um longo tempo falando sobre a enorme obra do professor Pogam, né, e como ele vai, pouco a pouco, enlaçando pobreza, trabalho, construção institucional de formas de relação em sociedade, Estado, elementos da construção da vinculação nas sociedades, né. A encomenda hoje para o professor Pogam não foi pouco ambiciosa, né? A ideia era de que ele trouxesse um pouco desse caminho metodológico ao enunciar essas suas formulações, né, que vão lá desde a tese de doutorado sobre a desqualificação, os estudos sobre pobreza, os estudos sobre renda mínima de inserção, os estudos sobre qualificação e desqualificação profissional, as análises sobre laços e vinculação, né, até o seu mais recente e muito bem sucedido livro. Eu deixo então com vocês o professor Pogam, agradecendo a generosidade da sua vinda à Ampox e dizendo como somos felizes na USP em tê-lo por um ano como professor visitante no nosso programa de pós-graduação em Sociologia. Somos felizes, mas não somos egoístas. Nós repartimos ele com muitas outras instituições. Com a palavra, o professor Sérgio Pogam. Eu vou. Desculpe. Tá bom. Muito obrigado, Nadia. Há muitos anos, quando eu era estudante na École de Hautes Études en Sciences Sociales, tive a oportunidade de participar a uma conferência da Ampox durante uma corta estadia no Brasil. Fiquei impressionado com a alta qualidade dos discursos e debates e percebi a importância desse encontro anual de pesquisadores brasileiros de ciências sociais. Posso dizer que é uma grande honra participar hoje como palestrante convidado em uma sessão especial de sua conferência anual. Gostaria de estender meus agradecimentos aos organizadores pelo convite e também a Nadia Guimarães por aceitar o papel de presidente e coordenadora do debate. Actualmente, sou professor visitante na USP e falo um pouco português com os alunos e colegas do Departamento de Sociologia, mas meu nível não é suficiente para dar a palestra inteira em português. Portanto, falarei em francês e queria agradecer aos intérpretes por a tradução. Eu vou falar em francês agora. Au cours des dernières années, mes travaux de recherche et mon séminaire
de direction d'études à l'École des hautes études en sciences sociales ont porté sur la théorie de l'attachement social. Et pour traduire ce terme attachement social, je propose d'utiliser le terme vinculação. Je parlerai aussi de liens sociaux et j'utiliserai alors il me semble que le meilleur terme est de lasso. Donc lasso pour lien et vinculação pour attachement. L'ouvrage donc que j'ai publié récemment s'intitule L'attachement social, forme et fondement de la solidarité humaine, et il constitue une synthèse de ces travaux que j'ai menés ces dernières années. Une traduction en portugais est en cours et sera publiée au cours du premier semestre 2025. Le cadre analytique de ce livre a déjà été confronté à la réalité de la société brésilienne. Ma collaboration avec Nadia et Ian Prates, dans le cadre d'un programme de recherche comparative sur les liens sociaux, a abouti notamment à un article dans la revue Tempo Social. Nous avons ensemble défini des indicateurs synthétiques pour chacun des types de liens sociaux et puis ainsi comparer les grandes régions du Brésil. Ce travail était en quelque sorte une première tentative réalisée à une échelle macro-sociologique. Il sera prolongé par des recherches complémentaires et, je l'espère, par un prochain colloque en lien avec un nouveau laboratoire qui vient d'être créé sur le campus de l'USP, un laboratoire CNRS, Centre national de la recherche scientifique, et USP, qui s'intitule, le laboratoire s'appelle Monde en transition. Et je voudrais surtout aujourd'hui revenir sur la théorie de l'attachement social et insister sur l'importance des comparaisons internationales. Permettez-moi tout d'abord de faire un constat préalable. Dans le cadre d'un colloque international dans lequel je présentais la problématique durkheimienne de l'attachement au groupe et à la société, le sociologue américain Andrew Abbott, que vous connaissez certainement, est venu me dire, après mon intervention, que le concept d'attachement social lui semblait très pertinent, mais qu'il doutait du concept de société sur lequel reposait le raisonnement de Durkheim. Je comprenais alors cette remarque et ma première réaction fut d'y voir l'effet d'une difficulté pour un sociologue américain de considérer son pays ou sa nation comme une seule et unique société. Il est vrai qu'il est bien difficile d'enfermer les États-Unis dans un type particulier d'attachement, tant les variations sont grandes entre les États et les régions de ce pays. Mais en réalité, la question d'Abbott n'était pas seulement la traduction du problème auquel le sociologue est confronté quand il parle de la société américaine. Luc Boltanski, que vous connaissez certainement aussi, me posa un peu plus tard la même question à la lecture de mes premiers articles sur l'attachement social. Cette question renvoie à une question fondamentale. De quoi parle-t-on réellement quand on parle de société ? Et est-il encore possible au XXIe siècle de parler de société ? Ce questionnement est à vrai dire de plus en plus courant en sociologie. Plusieurs sociologues remettent en question la possibilité de continuer de parler de société. Alain Touraine, après avoir publié en 1974 son grand livre « Production de la société », en est arrivé une vingtaine d'années plus tard, dans son livre « Critique de la modernité », à considérer que le mot « social » est en crise, à tel point qu'il a quasiment disparu et que la décomposition du social entraîne, selon lui, l'épuisement de l'idée même de société. Un des derniers livres qu'il a publié en 2013 s'intitule d'ailleurs « La fin des sociétés ». Il n'est pas le seul à porter un diagnostic aussi radical. Bruno Latour, dans une perspective analytique différente, en est arrivé lui aussi à douter de la possibilité de continuer à penser le social de façon classique. Dans le prolongement de la tradition de Durkheim et de Mauss, par exemple. À en croire ces auteurs, il n'y aurait donc plus aujourd'hui que des sujets, selon Touraine, ou des acteurs réseaux, selon Latour. Cette remise en question peut paraître déroutante pour le sociologue, puisque la science à laquelle il se consacre est bien la science de la société. En doutant de la possibilité de parler de société, ne remet-il pas en question le postulat de départ de sa discipline ? Il faut reconnaître que Durkheim,
comme de nombreux sociologues, voit la société sous l'angle de l'État-nation, et que cette perspective semble s'étioler sous l'effet de la mondialisation et de la revendication des individus du monde moderne à se penser comme des êtres autonomes et libres de leur attache à des communautés et à des institutions. Les normes qui gouvernent les sociétés modernes sont toujours régulées par des institutions nationales, mais elles ne le sont sans doute plus aussi exclusivement qu'elles pouvaient l'être à l'époque de Durkheim, tant elles peuvent être concurrencées par des normes supranationales, comme par exemple celles qui s'imposent aujourd'hui aux États de l'Union européenne, ou par des normes infranationales qui procèdent de revendications de vivre et de travailler à une échelle locale ou régionale, en partie libérée des injonctions de l'État-nation. Chaque pays est aujourd'hui plus ou moins confronté à ce double mouvement et la façon de s'y adapter peut varier fortement d'un pays à l'autre. Mais les penseurs de la fin des sociétés semblent ne pas prendre en compte les avancées de recherche comparative menées au niveau international au cours des 30 dernières années. Depuis l'apparition en 1990 de l'ouvrage de Gösta Esping-Andersen, The Three Worlds of Welfare Capitalism, les chercheurs en sciences sociales investis dans les comparaisons internationales sont nombreux à reprendre la typologie qui y est proposée en y apportant parfois quelques correctifs en fonction des objectifs qu'ils visent et des pays qu'ils prennent en considération. Son intérêt est de permettre la comparaison de la structuration des sociétés modernes à partir de leur mode spécifique de régulation sociale. Ça, c'était une présentation de mon livre. Je crois que j'ai oublié de chercher. Cette typologie d'Esping-Andersen porte sur les systèmes de protection sociale. Le principe de démarchandisation, décommodification en anglais, est au cœur de la notion de welfare state. Esping-Andersen, à la suite de nombreux travaux sur les relations entre classe sociale et citoyenneté, retient que les sociétés occidentales, notamment après la Seconde Guerre mondiale, ont toutes cherché à offrir aux individus une plus grande sécurité face aux aléas de la vie et aux risques de pauvreté. Il s'agissait de faire des individus autre chose qu'une marchandise échangeable et de définir pour chacun d'entre eux des droits économiques et sociaux que d'aucuns ont pu définir comme l'équivalent d'une propriété sociale. Le concept de propriété sociale, c'est d'ailleurs Robert Castel qui, dans ses travaux, l'a mis en avant. Mais ce processus de démarchandisation n'a pas été conduit de la même manière dans tous les pays du monde occidental, ce qui a conduit à distinguer plusieurs régimes de welfare. Des critiques lui ont toutefois été adressées et des doutes sont régulièrement émis sur la pertinence de cette typologie à rendre compte à elle seule des différences structurelles entre les sociétés modernes. Mais il ne fait aucun doute que ces comparaisons internationales ont ouvert la voie à un courant de recherche aujourd'hui très important. En m'inscrivant dans la perspective durkheimienne de la régulation sociale, je m'inscris entièrement dans cette perspective de comparaison des sociétés modernes, mais je propose une approche différente de celle de Gösta Esping-Andersen. Mon intervention portera donc sur 3 points. Je propose tout d'abord de revenir sur la typologie d'Esping-Andersen et sur les principales critiques dont elle a fait l'objet depuis les années 90. Il s'agira ensuite, à partir d'une conception plus large des solidarités humaines, en ne se limitant pas au seul système de protection sociale, de vous présenter donc le cadre analytique que je propose. C'est dans ce sens que je vous présenterai donc la typologie des régimes d'attachement social que j'ai élaboré à partir de l'étude de l'entrecroisement de plusieurs types de liens sociaux. Il s'agit donc d'adopter une perspective théorique pour comparer les sociétés modernes. Je tenterai ensuite de vérifier ce qui distingue empiriquement ces deux typologies. Tout d'abord, le système de protection sociale au cœur de la typologie d'Esping-Andersen. En prenant en compte à la fois l'octroi des droits sociaux sur la base de la citoyenneté et la manière dont les activités de l'État sont coordonnées
avec les fonctions attribuées au marché et à la famille, Gösta Esping-Andersen distingue 3 types de welfare que vous connaissez certainement, que je vais simplement rappeler: le régime libéral, le régime conservateur corporatiste et le régime social-démocrate. Les exemples typiques du régime libéral sont les États-Unis, le Canada et l'Australie, pays où l'État-providence est fortement dominé par l'assistance sociale et dans lesquels les droits sont moins attachés au travail qu'à un besoin démontrable. L'État encourage le marché, se limite à une intervention minimale pour assurer la protection sociale la plus élémentaire et parfois même cherche à favoriser l'essor des assurances privées. Il s'agit donc d'un processus de démarchandisation très faible. Le régime conservateur corporatiste des pays d'Europe occidentale, la France, l'Allemagne notamment, est fondé au contraire sur le système des assurances obligatoires, organisé dans un esprit corporatiste de défense des intérêts et des droits acquis liés au secteur d'activité et au métier. Ce qui, d'après Robert Castel, a permis la constitution d'ailleurs de ce qu'il appelle la société salariale. Ce régime favorise le maintien des différences de statut social. Il se fonde aussi sur une conception traditionnelle du rôle de la famille, où les femmes sont encouragées par le système des allocations familiales à se tenir en marge de la sphère professionnelle et à se consacrer avant tout à l'éducation de leurs enfants. En réalité, dans ce système, les femmes sont des ayants droit de leurs conjoints, ayant droit à la protection sociale. C'est la raison pour laquelle Esping-Andersen qualifie ce régime de conservateur. Les pays qui en sont proches donc sont l'Autriche, la France, l'Allemagne et l'Italie. Il pensait certainement à l'Italie du Nord. Enfin, le régime social-démocrate des pays nordiques, dans lequel le principe de l'universalité des droits sociaux est appliqué de façon la plus systématique, permet à l'ensemble de la société, la classe moyenne comme la classe ouvrière, de bénéficier d'un très haut niveau de protection sociale, sous la forme notamment de services publics universels. Il y a donc à la fois une couverture sociale complète fondée sur le travail, les assurances sociales, mais en plus des services publics universels. Ce régime favorise l'émancipation des individus par rapport aux lois du marché, mais aussi par rapport à la famille. C'est donc un processus de démarchandisation et de défamilialisation, d'une certaine manière. C'est le modèle dans lequel le processus de démarchandisation et donc de défamilialisation est aussi le plus avancé. Ces modèles permettent de comprendre les modes d'organisation des sociétés occidentales en fonction de la protection sociale en général et des formes spécifiques de stratification sociale qui en découlent. C'était une avancée d'avoir introduit et d'avoir vu dans le système de protection sociale des éléments fondamentaux de la stratification sociale. Cela n'avait pas été fait jusque-là. Mais cette typologie a suscité de nombreux débats. Plusieurs auteurs, sur la base de travaux empiriques, ont proposé des terminologies différentes et des regroupements de pays autres que ceux proposés par Esping-Andersen, sans toutefois dévier par rapport à la problématique initiale qu'il avait retenue. L'un d'entre eux, Mauricio Ferreira, un Italien, sociologue italien, a proposé d'ajouter un autre type, en l'occurrence le modèle méditerranéen, pour rendre compte de la spécificité des pays du sud de l'Europe, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Grèce, avec notamment un très faible niveau de protection sociale, en général, une forme clientéliste d'accès aux droits sociaux et une gestion parcellaire et localisée de la pauvreté. Mais la critique la plus saillante a porté sur l'absence de la question des inégalités de genre. Cette typologie ne prend pas en compte la contribution des femmes au système de protection sociale, notamment dans la participation à l'économie domestique, l'éducation des enfants et, de façon plus générale, dans les fonctions vitales du care. Certains auteurs ont également tenté d'enrichir la compréhension des différents régimes de welfare en prenant en compte l'empreinte des religions. Mais en dépit de ces critiques, le principe de cette typologie, sous des formes variées qui lui sont apparentées, s'est imposé. Personne aujourd'hui ne conteste l'effet de la protection sociale sur la stratification sociale. Prenons un exemple que j'ai particulièrement étudié. La condition des chômeurs est incontestablement liée à la façon dont ils sont indemnisés et accompagnés dans la recherche de l'emploi, ce qui permet de vérifier l'effet du régime de welfare. Mais pour autant, épuise-t-on vraiment l'expérience du chômage en se limitant
à la dimension institutionnelle de la politique sociale. Ne faut-il pas prendre en compte également les rôles familiaux, les formes de sociabilité, le système d'éducation, les services publics, le rapport aux institutions, etc. Le rôle des politiques sociales est essentiel, mais il ne suffit pas à lui seul à comprendre la complexité de la régulation des sociétés modernes. Il peut paraître douteux, d'ailleurs, qu'un seul indice de démarchandisation puisse à lui seul en rendre compte. 3 décennies après la publication du livre d'Esping-Andersen, force également est de constater que l'État-providence, dans la plupart des pays, est en recul sous l'effet des politiques néolibérales définies et diffusées à l'échelle occidentale. Ces politiques néolibérales touchent aussi les pays les plus avancés dans la voie de la démarchandisation, que sont par exemple les pays nordiques. On pourrait dès lors faire l'hypothèse que cette typologie perde peu à peu sa force explicative au fur et à mesure que l'on s'éloigne des conditions de formation des systèmes de protection sociale définis au XXe siècle, dans un contexte national de productivisme et de forte croissance économique. Or, en dépit de ce processus général, des analyses récentes confirment toujours la pertinence de cette typologie pour rendre compte des différences structurelles des sociétés modernes, le néolibéralisme pouvant se décliner de façon spécifique dans chaque régime. Mais, de mon point de vue, fort de ce constat, on peut aussi faire l'hypothèse que si les différenciations entre les sociétés modernes se maintiennent, alors que les politiques néolibérales se diffusent partout, c'est qu'il existe d'autres variables cachées que la perspective exclusive des régimes de welfare a contribué à passer sous silence. Autrement dit, la variable dépendante, en l'occurrence le système de protection sociale, pourrait être elle-même déterminée par un ensemble d'autres variables non prises en compte dans les modèles explicatifs. Il est également frappant de constater qu'en partant d'autres variables dépendantes, comme les politiques de l'emploi, par exemple, ou les politiques du travail, ou les politiques éducatives, les chercheurs ont abouti à des classifications de pays à peu près équivalentes à celles d'Esping-Andersen. Si, quel que soit le type d'action publique étudiée, on aboutit au même résultat, ne doit-on pas considérer qu'il faut rechercher au-delà des politiques sectorielles les fondements structuraux des sociétés modernes? C'est dans cet esprit d'ouverture et de critique par rapport à la typologie d'Esping-Andersen, et croyez bien que je me suis inspiré aussi longtemps de cette typologie dans mes travaux, c'est dans cet esprit d'ouverture qu'il me semble utile aujourd'hui de proposer une perspective théorique complémentaire. Et c'est donc cette approche que je vais essayer de vous présenter de façon assez rapide dans le livre qui est présenté de façon détaillée dans le livre L'attachement social. Dans mes recherches comparatives sur la pauvreté, j'avais vérifié que le risque de rupture cumulative des liens sociaux varie fortement d'un pays à l'autre sans que l'on puisse pour autant en attribuer exclusivement la cause au régime de welfare. J'en suis venu à rechercher un cadre analytique plus global et à effectuer un décentrement par rapport au seul système de protection sociale. L'objectif est de partir non pas de celui-ci, mais des différents types de liens sociaux qui attachent les individus les uns aux autres et à la société. Ce qui lie les êtres humains entre eux devient alors l'objet premier à étudier. Dans cette perspective, ce qui contribue à différencier les sociétés modernes du point de vue des formes de solidarité relève des normes qui encadrent les processus de socialisation. D'une certaine manière, cette approche s'inscrit davantage dans la tradition sociologique que l'approche d'Esping-Andersen, qui pourrait relever davantage des sciences politiques. Il s'agit alors d'étudier la structuration des sociétés modernes à partir de l'entrecroisement des différents types de liens sociaux et renvoyant à différentes sphères de la morale collective au sens de Durkheim, auteur d'ailleurs que ne cite absolument pas Esping-Andersen. Dans son cours sur l'éducation morale, qui est peut-être un cours qui est peu connu de Durkheim, un livre d'ailleurs qui a été traduit en portugais, qui a été rédigé
à la fin des années 1990, qui est une décennie importante pour Durkheim, au cours de laquelle il a beaucoup publié, Durkheim va définir le concept d'attachement au groupe. C'est le seul livre dans lequel on trouve le concept d'attachement au groupe. Et finalement, quand on recherche les concepts sociologiques dans un dictionnaire, on trouve jamais le concept d'attachement, qui est un concept beaucoup plus utilisé en psychologie, notamment en psychiatrie, du fait de la théorie de Bowlby. D'ailleurs, les travaux de Bowlby, du psychiatre Bowlby, sont traduits avec le terme apego. Hein, c'est le terme attachement apego. Mais Durkheim, avant Bowlby, avait utilisé ce concept d'attachement au groupe. C'est ainsi que Durkheim a esquissé, pour ainsi dire, une théorie de la pluralité des attachements, mais qui n'a pas connu jusqu'à aujourd'hui une réelle postérité. Durkheim distingue plusieurs groupes d'attachements: la famille, le groupe professionnel, l'association, la patrie, l'humanité. Il s'est posé ensuite la question de la hiérarchie de ces différents types d'attachements. Et si l'on ne retient que les trois dont il discute le plus, la famille, la patrie et l'humanité, sa réponse est catégorique. Si chacun des trois est vital, la patrie est un groupe social d'un ordre plus élevé, tant la famille se confond souvent avec les intérêts personnels, et tant l'humanité, qui n'a pas d'organisation propre, reste un terme trop abstrait pour lui subordonner un groupe plus restreint, existant réellement. En plaçant ainsi la patrie et la citoyenneté au sommet, il fait donc du lien de citoyenneté et donc de la morale civique une sorte d'idéal à atteindre pour réguler le système normatif et assurer la cohésion sociale la plus aboutie. La hiérarchie qu'il instaure entre les différents types de liens est parfaitement cohérente avec la représentation qu'il a de l'État et de la patrie, mais il faut reconnaître que cette conception est sur ce point plus normative que sociologique. Pour éviter ce jugement de valeur, il convient d'analyser comment s'effectue, à partir de la production des normes et de la mise en cohérence de l'ordre social, l'attachement des individus au groupe et à la société, en soulignant la pluralité des formes historiques et anthropologiques de ce processus. La question n'est plus de savoir quel est le groupe que l'on doit placer une fois pour toutes en haut de la hiérarchie de ces attachements, mais comment les différentes sociétés hiérarchisent elles-mêmes ces groupes. Autrement dit, comment régulent-elles les fondements moraux de la solidarité? On peut partir de l'hypothèse que chaque société, par son système normatif, en donne une version plus ou moins précise. Alors, quand je dis cela à mes étudiants de l'USP, que pour Durkheim, l'État doit primer la famille, ils me regardent tous avec des grands yeux en disant « Comment l'État doit primer la famille ?» Ça, c'est une vision qui n'est pas possible au Brésil, puisque la famille est considérée dans les valeurs comme la cellule de base de la société. Donc on est sur un système normatif tout à fait différent du système français. Quand je dis ça en France, tout le monde comprend que l'État, c'est plus important que la famille. Évidemment, pour faire la société française, il faut de l'État, il faut un État fort. Mais au Brésil, ça ne va pas de soi, puisque finalement, à l'État, on associe une forme de corruption, une forme de clientélisme, et on a souvent tendance à se méfier d'un État justement trop puissant, et on préfère effectivement, dans un système comme le système brésilien ou latino-américain, se référer davantage à la famille. En prolongeant donc cette perspective analytique, je suggère de redéfinir sociologiquement le concept d'attachement au groupe en lui substituant celui d'attachement social, pour insister sur le travail normatif des sociétés et d'élaborer des indicateurs statistiques pour comparer les pays situés dans des aires culturelles différentes. Il s'agit donc de reprendre la discussion là où Durkheim l'avait laissée et de proposer un cadre analytique nouveau pour distinguer et interpréter les formes contemporaines de l'attachement social. Dans le prolongement de cette réflexion, je distingue quatre types de liens sociaux. Le lien de filiation, au sens des relations
de parenté, le lien de participation élective, au sens des relations entre proches choisis, le lien de participation organique, au sens de la solidarité organique de Durkheim et de l'intégration professionnelle, et le lien de citoyenneté au sens des relations d'égalité entre les membres d'une même communauté politique. Ces 4 types de liens renvoient finalement, comme vous pouvez le constater sur la diapo, à 4 sphères de la morale collective. Le lien de filiation relève de la morale domestique, le lien de participation élective de la morale associative, le lien de participation organique de la morale professionnelle et le lien de citoyenneté de la morale civique. Chaque type de lien peut être défini à partir de 2 dimensions qui me semblent importantes, la dimension de la protection et la dimension de la reconnaissance. Les liens sont multiples, on peut en distinguer 4 grands types et de nature différente, mais ils apportent tous aux individus à la fois la protection et la reconnaissance nécessaires à leur existence sociale. La protection renvoie à l'ensemble des supports que l'individu peut mobiliser face aux aléas de la vie, ressources familiales, communautaires, professionnelles, sociales. La reconnaissance renvoie à l'interaction sociale qui stimule l'individu en lui fournissant la preuve de son existence et de sa valorisation par le regard de l'autre ou des autres. Chaque type de lien apporte ainsi à chaque individu une forme spécifique de protection et de reconnaissance. Cet apport du lien comporte pour l'individu une dimension affective sur laquelle Durkheim et après lui Elias ont beaucoup insisté. Donc, il y a donc une dimension affective dans chacun des types de liens. Il faut le souligner en raison de cette conjonction de la protection et de la reconnaissance. En fait, nous sommes des êtres sociaux qui, dans nos relations, dans les liens que nous tissons, échangeons de la protection et de la reconnaissance. Nous avons besoin de la protection et de la reconnaissance pour exister socialement, mais nous sommes aussi des pourvoyeurs de protection et de reconnaissance aux autres. Et c'est de cette interaction que naît la dimension affective du lien, c'est-à-dire que nous sommes liés affectivement par ces différents types de liens. Ces types de liens sont complémentaires en réalité et entrecroisés. Ils constituent le tissu social qui enveloppe l'individu. Dans chaque société, ils constituent la trame sociale qui préexiste aux individus. Le concept d'attachement social permet de qualifier ce processus d'entrecroisement normatif de ces liens, de ces types de liens. Cet entrecroisement se réalise tout d'abord en chaque individu par le processus de socialisation. Il est inégal, car l'intensité de ces liens varie d'un individu à l'autre en fonction des conditions particulières de sa socialisation. Et aussi aujourd'hui, on sait très bien que les inégalités se forment dès les premières années de la vie de l'individu. Dès l'enfance, on voit des inégalités considérables se développer. Donc le processus de socialisation, qui est le processus par lequel l'individu s'attache à différents groupes et à la société, est profondément inégal. Les inégalités se voient déjà dès l'enfance. Le risque de fragilité ou de rupture de chacun de ces types de liens est plus élevé, on l'a vérifié en France et en Europe, dans les classes sociales populaires et diminue progressivement dans l'échelle sociale. Nous n'avons pas encore réalisé ce type de vérification ici au Brésil. Il s'agirait de voir si effectivement il y a des variations aussi grandes entre les classes sociales. En France, il est clair que pour chacun des types de liens sociaux, le risque de rupture est plus grand parmi les classes populaires et il diminue au fur et à mesure qu'on s'élève dans la hiérarchie sociale. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas absolument certain, on va essayer de le vérifier peut-être avec Nadia, que ce processus soit exactement le même au Brésil. Mais cet entrecroisement dont je voudrais vous parler vaut aussi à l'échelle de la société dans son ensemble. Et l'analyser de façon comparative permet d'appréhender ce que Marcel Mauss appelait le tout social, en poursuivant ainsi le projet sociologique de Durkheim. Chaque société n'accorde pas la même importance aux 4 types de liens. Elle les hiérarchise le plus souvent, si bien qu'on peut déterminer le lien prééminent dans telle ou telle société. Quand je vous disais
l'État doit primer la famille, je me réfère à la France. Quand je dis la famille doit primer l'État, je me réfère à la société brésilienne, par exemple. Vous voyez, donc il y a une hiérarchie qui n'est pas la même. Le rôle que jouent, par exemple, les solidarités familiales et les attentes collectives à leur égard est variable d'une société à l'autre. L'aptitude à former des associations ou défendre des intérêts multiples de la société civile n'est pas valorisée avec la même intensité dans tous les pays. Les États-Unis sont un pays traditionnellement où les associations, la vitalité associative est grande et où la morale associative qui impose aux individus d'être actifs dans des associations, elle est plus forte que dans d'autres pays, y compris la France, nettement. Les groupes professionnels n'ont pas non plus la même consistance organisationnelle et ne sont pas protégés et reconnus de la même façon dans toutes les sociétés. Enfin, l'importance accordée au principe de citoyenneté comme fondement de la protection et de la reconnaissance varie fortement d'un contexte national à l'autre. C'est dans le sens de cette régulation sociale globale que l'on peut parler de régime d'attachement social, lequel a pour fonction de produire une cohérence normative globale afin de permettre aux individus et aux groupes de vivre ensemble au-delà, par-delà leur différenciation et leur rivalité. Je distingue donc 4 régimes de vinculation sociale. 4 régimes d'attachement peuvent être définis: familialiste, volontariste, organiciste et universaliste. Chacun d'entre eux est une combinaison inégale de ces 4 types de liens, dont l'un assure une fonction régulatrice par l'influence qu'il exerce sur les 3 autres. Le régime de type familialiste a pour caractéristique principale d'être régulé par le lien de filiation. La morale domestique y est dominante. Le régime de type volontariste est régulé par le lien de participation élective et se fonde principalement sur la morale associative. Le régime de type organiciste est régulé par le lien de participation organique et se nourrit principalement de la morale professionnelle. Enfin, le régime de type universaliste se régule à partir du lien de citoyenneté et prend toute sa force à partir de la morale civique. Partir de la pluralité des liens sociaux et des sphères de la morale collective n'a pas le même sens que partir du système de protection sociale, comme explique Andersen, même si un certain recoupement est possible. Il existe en effet une différence de conceptualisation. Dans la typologie des régimes d'attachement social, le système de protection sociale n'est pas la dimension fondatrice de la typologie, laquelle repose de façon plus large sur les fondements normatifs qui encadrent le processus de socialisation. Je vais essayer de vous montrer en quoi cette approche de l'attachement social se distingue fortement, empiriquement, de la typologie d'Esping-Andersen. La recherche que j'ai menée s'est déroulée sur plusieurs années. Elle se fonde sur des enquêtes que j'ai menées ou dirigées, mais aussi sur des expériences et des observations de terrain dans plusieurs pays. Elle repose sur un travail inédit de définition et de collecte d'indicateurs de liens sociaux, ce qui a permis des comparaisons internationales. Ce travail, réalisé en équipe, a permis de constituer une base internationale de données homogènes. Si vous voulez consulter cette base, vous pourrez la retrouver sur... il y a un lien dans le livre qui renvoie à cette base et qui est présenté sur un site qui est tout à fait indiqué comme annexe. Et donc ce travail constitue un apport nouveau, une source précieuse pour donner à l'attachement social une assise empirique solide. Cette recherche comparative concerne les sociétés européennes, dans le prolongement des recherches que j'ai menées sur le chômage et la pauvreté, mais elle s'ouvre aussi aux pays d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale ou du Sud, mais aussi aux pays d'Asie du Sud-Est, d'Océanie et d'autres pays comme l'Afrique du Sud et la Turquie. Certains pays ou régions ont été analysés de façon plus approfondie que d'autres en raison de leur spécificité au regard des premières tendances qui se dégageaient de l'analyse statistique d'indicateurs sociodémographiques. Mais vous voyez que ce travail est un travail très long, très laborieux de constitution d'une base de données, mais nous avons pu le faire donc en équipe. Et Nadia et l'équipe de l'UJPI y a aussi contribué fortement. À la différence de Durkheim, nous disposons aujourd'hui,
à l'échelle internationale de sources statistiques issues d'enquêtes réalisées sur la population générale de plusieurs pays. Nous pouvons donc y avoir recours pour étudier les variations nationales et régionales selon les sources des liens sociaux à partir d'indicateurs statistiques et pour vérifier ainsi les différents types de régimes d'attachement social. Le choix de ces derniers reste toutefois limité à la disponibilité et à la fiabilité des sources statistiques. Puisque les indicateurs recherchés sont variés, il nécessite de recourir à plusieurs sources dans le même pays. Il a parfois fallu écarter certains pays qui ne disposaient pas de toutes les sources nécessaires à la comparaison, au prix d'un travail patient de collecte. Donc la base finale de données a été établie pour 34 pays qui se répartissent en 11 aires culturelles et donnent ainsi une grande amplitude à la comparaison internationale. La méthodologie a consisté à définir, à l'aide de tous ces indicateurs, un indice synthétique pour chacun des 4 types de liens sociaux. Tous ces indicateurs sont construits à partir de données agrégées qui portent sur les expériences vécues, cohabiter avec ses parents, participer à la vie associative dans le domaine humanitaire, faire des dons à des organismes caritatifs, avoir un emploi protégé par des conventions collectives, soit sur des perceptions, confiance dans les gens, confiance dans le système judiciaire. Il ne porte donc pas directement sur des dispositifs institutionnels liés aux politiques économiques et sociales, comme c'est le cas dans l'approche d'Esping-Andersen, même si tous ces indicateurs peuvent, au moins partiellement, en être le reflet. Le classement des... Donc vous avez ici la définition de certains indicateurs, à partir desquels donc, des indices ont pu être définis pour chacun des types de liens. Le classement des pays varie d'un indice à l'autre. Aucun pays, sur les 34, ne peut se targuer d'avoir un bon indice dans tous les classements. C'est tout à fait clair. Et aucun n'arrive en dernier sur chaque échelle. Au contraire, chaque pays est en effet plutôt bien ou assez bien classé selon tel type de lien et plutôt mal ou assez mal classé selon tel autre. Ça, c'est un principe intéressant. Il n'y a aucun pays où les 4 types de liens sont forts. Il y a un équilibre qui se fait dans la matrice des liens sociaux. C'est un premier résultat fondamental. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir dans le même pays une force équivalente de chacun des types de liens. Il y a bien un travail normatif qui se fait au sein de la société pour justement donner de l'ordre et établir une hiérarchie. Donc déjà, ce point est un résultat important. Quand on prend en compte la matrice des corrélations entre ces 4 types de liens, on voit des choses fondamentales. Si vous faites la corrélation entre le lien de filiation et les autres types de liens, la corrélation sur ces 34 pays, vous voyez que la corrélation, elle est positive, elle est significative, mais elle est négative. Si vous prenez cette ligne sur l'indice du lien de filiation, vous voyez qu'à chaque fois, la corrélation est négative. Ce qui veut dire que quand le lien de filiation est fort, les autres types de liens sont forcément faibles. Ça veut dire que dans les pays qui auront un lien de filiation très fort, les autres types de liens seront moins développés, moins forts. Regardons après la corrélation entre le lien de participation élective et le lien de citoyenneté. Là, en revanche, la corrélation, vous pouvez le voir, elle est positive, elle est significative et positive. C'est-à-dire que quand il y a une émulation à la participation à la vie associative, quand la morale associative est développée, il y a aussi une corrélation avec le lien de citoyenneté. On fait société à partir de cette morale associative. Et enfin, là aussi, les pays, c'est le cas de la France, qui a un lien de participation organique très élevé, vous pouvez remarquer qu'il y a une corrélation positive également et significative avec le lien de citoyenneté. Mais on voit très nettement que là où le lien de filiation est
est particulièrement fort, cela aura des conséquences sur les autres types de liens. Donc ça, c'est déjà un résultat majeur. Alors après, nous avons essayé de faire une analyse de classification par ascendance hiérarchique. Et donc, cette classification, à partir de 4 indices de liens sociaux, a abouti à 5 clusters que je vais essayer d'analyser ici avec vous. Dans le cluster 1, qui comprend 7 pays, le Chili, la Colombie, le Pérou, le Salvador, le Guatemala, le Mexique, le Nicaragua, il existe une très forte prééminence du lien de filiation sur les autres. C'est le chiffre en gras de la première colonne. Donc vous voyez, l'indice, il est particulièrement fort et les autres sont particulièrement faibles. On peut donc dire, ça vérifie le principe qu'il y a là un régime familialiste avec une très forte prééminence donc, de ce lien de filiation. Dans le cluster 2, là où on va retrouver le Brésil, comprend 11 pays. L'Argentine, le Brésil, l'Estonie, la Pologne, la Hongrie, la Grèce, l'Espagne, le Japon, la Corée du Sud, l'Afrique du Sud, la Turquie. Un ensemble de pays assez hétérogènes. Le lien de filiation est un peu plus faible, mais quand on le compare aux autres types de liens, il reste très nettement supérieur, ce qui nous permet de conclure qu'il correspond lui aussi à un régime d'attachement familialiste. Pour distinguer ces deux clusters, le croisement avec d'autres indicateurs socio-économiques de développement a permis de constater que le premier est plutôt de tendance traditionnelle et le second plutôt de tendance moderne. J'explique cela dans le livre. Le cluster 3 se compose de 4 pays, la France, l'Italie, la Slovénie et l'Uruguay. L'Uruguay, le seul pays d'Amérique du Sud à se retrouver dans ce cluster. C'est intéressant, sachant que ce cluster est défini par la prééminence du lien de participation organique que nous avons calculé à partir de la proportion d'emplois couverts par des conventions collectives. Donc l'Uruguay est un pays qui assure, c'est un petit pays qui assure sa cohérence normative à partir donc d'un fort encadrement des professions et une forte couverture par les syndicats aussi d'accords collectifs pour assurer la protection des travailleurs. Donc c'est le seul pays latino-américain qui va se retrouver dans un cluster différent. On dit parfois que l'Uruguay c'est la Suisse de l'Amérique du Sud. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Mais en tout cas, il ne se retrouve pas comme les autres. Peut-être parce que c'est un petit pays aussi, certainement que ça doit pouvoir s'expliquer comme ça. Le cluster 4 va comprendre 4 pays, les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande et la Grande-Bretagne, pour lequel le lien de participation élective est nettement plus élevé que les 3 autres. Sans hésitation, nous pouvons donc rapprocher ce cluster du régime d'attachement volontariste. Enfin, le cluster 5 comprend 8 pays, le Danemark, la Norvège, la Finlande, la Suède, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suisse, l'Australie, parmi lesquels le lien de citoyenneté est le plus élevé. Dans ce cluster, le lien de filiation est très faible, il est presque insignifiant. En revanche, le lien de participation organique et le lien de citoyenneté sont tous deux consistants. En réalité, si vous regardez ces 3 types de liens, le lien de participation élective, de participation organique et le lien de citoyenneté, ils sont très forts, ils sont très forts tous les 3 dans ces pays. Ce qui veut dire que ce sont des pays qui arrivent, tout en mettant le lien de citoyenneté comme le lien prééminent, à assurer un entrecroisement normatif de ces 3 types de liens, en laissant tomber pratiquement le lien de filiation. Au total, cette classification par ascendante hiérarchique a validé globalement la typologie des régimes d'attachement social, élaborée de façon idéale typique dans un premier temps. Elle a permis de vérifier l'hypothèse que les 4 types de liens sociaux n'ont pas la même force normative dans tous les pays et qu'il est même possible de distinguer empiriquement celui qui domine les autres, c'est-à-dire celui qui assure la fonction de régulation de l'ensemble en imprégnant les autres de sa prééminence. À ce stade, il est sans doute possible de rapprocher la classification des régimes des pays selon les régimes d'attachement social de celle qui relève des régimes de welfare. Le régime universaliste du régime social-démocrate, le régime organiciste
du régime continental, le régime volontariste du régime libéral et le régime familialiste du régime méditerranéen. Mais puisque la conceptualisation est différente, il n'est pas anormal que tous les pays ne coïncident pas. Sur les 34 pays de la première, seulement 19 sont répertoriés dans la seconde. Et les non-correspondances sont nombreuses. 3 pays sur 8 du cluster universaliste sont classés par Esping-Andersen dans le modèle continental, les Pays-Bas, l'Allemagne et la Suisse, et l'un d'entre eux, l'Australie, dans le modèle libéral. Parmi les pays du cluster organististe, l'Italie, que selon Ferreira correspond au régime méditerranéen, et enfin, parmi les pays du cluster familialiste, à tendance moderne, on trouve le Japon, qu'Esping-Andersen avait, après hésitation, considéré comme un modèle hybride, au sens où il emprunterait des éléments du modèle continental et du modèle libéral. En réalité, le Japon apparaît comme un régime, de façon un peu curieuse, comme un régime d'attachement familialiste. J'ai discuté beaucoup avec des Japonais sur cette question, ils sont d'accord, et d'ailleurs j'ai approfondi, parce qu'il suffit, en fait, quand on fait ce travail, c'est un travail grossier, on le fait pour dégager des tendances. Après, on va retravailler, c'est-à-dire qu'il y a un indice là qui se dégage. Pourquoi le Japon est comme le Brésil, dans la même cluster? C'est pas tout à fait normal quand même. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi. Et les explications, on va les trouver en puisant dans les recherches anthropologiques, historiques sur la société japonaise. Et on va voir que le régime a des raisons, effectivement, d'être familialiste. Et donc, c'est ce travail, vous voyez, que je poursuis en croisant à la fois une approche statistique pour montrer la consistance des sociétés, mais que je vais approfondir par la suite, c'est-à-dire de façon anthropologique, c'est-à-dire que je développe une vision du haut pour bien voir des tendances générales, ce que l'on ne voit pas d'en bas, mais ce que l'on voit d'en bas va permettre d'affiner, d'approfondir ce que je ne peux pas voir d'en haut. Donc ce croisement des méthodes du haut et du bas est essentiel, si vous voulez, dans une approche comparative, me semble-t-il. Soulignons enfin que la typologie des régimes de welfare d'Esping-Andersen porte essentiellement sur les sociétés occidentales, les seules pour lesquelles il semble possible de parler d'un véritable processus de démarchandisation, alors que les régimes d'attachement social que je vous ai développés permettent de prendre en compte un nombre plus large de pays, de comparer des pays appartenant à des aires culturelles qui ne se limitent pas aux sociétés occidentales. Et ça me semble être un avantage de pouvoir justement aujourd'hui mener cette analyse à une échelle plus globale. Autrement dit, la conceptualisation des deux typologies diffère fortement et la classification des pays est loin d'être identique. Pour le prouver de façon plus précise, une analyse statistique a permis de croiser les 5 clusters d'attachement social avec un indice composite de protection sociale comprenant la couverture classique des risques chômage, accident de travail, vieillesse, santé, pouvant donc exprimer en cela le degré de démarchandisation des pays de la base. Cette analyse a confirmé non seulement l'écart considérable entre les clusters familialistes et universalistes, vous pouvez bien l'imaginer, mais aussi le caractère progressif quand on passe d'un cluster à l'autre. Cela dit, le test statistique effectué a montré toutefois qu'il n'existe pas de différence significative entre les clusters organististes, volontaristes et universalistes. Par conséquent, les différences entre les régimes d'attachement social ne sont pas réductibles à un indicateur unique de protection sociale. C'est-à-dire que l'approche que je propose va réussir à prendre en compte des variables qui apparaissaient cachées, dissimulées dans l'approche d'Esping-Andersen. Donc cette approche me semble être justement un moyen d'étudier la structuration des sociétés modernes, la façon dont on fait société dans ces sociétés modernes, qui varie considérablement, et qui ne veut absolument pas dire qu'il y ait des pays modernes ou des pays qui le sont moins. Tous les pays aujourd'hui sont des pays modernes, inscrits dans la modernité, mais qui ne sont pas constitués de la même façon parce que la matrice des liens sociaux qui les caractérise n'est pas la même. Et cela est la conséquence d'une histoire, d'une tradition, d'une longue tradition. Et c'est la raison pour laquelle je pense que cette approche fondée sur les régimes d'attachement social a plus de possibilités heuristiques
que la seule typologie d'Esping-Andersen, et que c'est la raison pour laquelle il me semble important de continuer dans cette perspective. Les spécialistes des régimes de welfare vont aussi expliquer un point important. Comment se fait-il que ces régimes résistent dans le temps, et comment, moi aussi, j'ai essayé d'examiner pourquoi les régimes d'attachement social se maintiennent dans le temps. Et donc, on peut avoir des explications différentes. Les spécialistes des régimes de welfare raisonnent principalement à partir des dispositifs institutionnels, des politiques sociales, et ils ont montré, ce qui était leur force, que ceux-ci ne se transforment pas aussi rapidement qu'on pourrait le souhaiter. Ils sont ancrés dans l'histoire des institutions de chaque pays et donc difficilement transférables d'un pays à l'autre. C'est ce qu'ils appellent la path dependence, ou dépendance du chemin emprunté. Cette approche théorique, qualifiée de néo-institutionnaliste, s'est développée au cours des années 90 pour rendre compte de la continuité des trajectoires des politiques publiques. Le poids des choix effectués dans le passé par les institutions s'avère déterminant sur les décisions présentes. Pour expliquer la force de reproduction des régimes d'attachement social, je ne me suis pas limité effectivement à cet effet de path dependence, j'ai essayé de montrer que ces régimes se maintiennent pour d'autres raisons. Les liens sociaux sont le produit, vous l'avez compris, de la socialisation. Ils se maintiennent durablement dans la vie collective parce qu'ils sont profondément intériorisés par les individus et les groupes. J'ai ainsi insisté sur le triptyque de ce processus en distinguant le contrôle social, l'habitus, la mémoire collective. Le contrôle social, je vais le chercher chez Durkheim, évidemment, l'habitus chez Bourdieu et chez Elias, la mémoire collective chez Alvax. Ces trois dimensions se complètent alors qu'on les aborde le plus souvent de façon séparée dans la tradition sociologique. Elles interviennent de façon souvent spécifique selon les groupes sociaux. Le contrôle social ne s'exerce pas de la même intensité dans tous les milieux sociaux. Il existe évidemment aussi des habitus de classe et la mémoire collective reflète également des disparités sociales et spatiales, comme l'a montré Alvax. Mais ces trois dimensions peuvent également s'appréhender à une échelle nationale. Par exemple, le contrôle social est plus intense en Norvège et au Danemark qu'il ne l'est dans un pays latino-américain. Depuis Norbert Elias, nous savons que l'habitus peut prendre une forme nationale et les recherches menées depuis Maurice Alvax ont également insisté sur la fabrication de la mémoire collective comme fondement de la cohésion nationale. Autrement dit, si les liens sociaux se perdurent et si les régimes d'attachement social se stabilisent, perdure également donc cet entrecroisement normatif. C'est la raison pour laquelle les sociétés ne peuvent pas passer facilement d'un régime d'attachement à un autre. Étudier la pérennité des régimes de welfare par le principe de la path dependence ou celle des régimes d'attachement social par le triptyque contrôle social, habitus et mémoire collective ne correspond donc pas non plus aux mêmes enjeux et interprétations théoriques. L'approche par les régimes d'attachement social fait appel, contrairement à l'approche des régimes de welfare, au mécanisme de la socialisation et au concept classique de la sociologie dans ce domaine. Mais les pays ne sont pas pour autant figés à tout jamais dans un modèle. Des évolutions sont évidemment possibles, mais elles ne sont pas prévisibles dans le court et le moyen terme. C'est pour ça que même si on reconstitue des bases de données longues, il n'est pas certain que nous allons pouvoir voir des évolutions très nettes. Mais il faut en tout cas l'essayer, c'est ce que je vais essayer aussi de réaliser. Une des critiques que l'on adresse généralement aux typologies est qu'elles conduisent à insister davantage sur la robustesse et la pérennité des types que sur la dynamique de changement. Ça, je le reconnais. La typologie des régimes d'attachement social, comme la typologie des welfare, peut avoir pour effet de rigidifier ces différents types. Elles auraient ainsi le défaut d'enfermer les unités étudiées dans des ensembles clos et d'occulter ce qui pourrait les faire évoluer et éventuellement passer d'un type à l'autre. Donc il faut reconnaître que ce risque existe aussi bien dans la typologie des régimes de welfare que dans la typologie que je propose des régimes d'attachement social. Mais en partant des normes sociales et des différentes sphères de la morale collective, il est possible d'analyser les contradictions internes de chacun des régimes d'attachement social
et d'y voir l'amorce de changements en cours. C'est la raison pour laquelle j'ai cherché, finalement, à l'intérieur de chacun des types de régimes, de voir les contradictions qui les traversent et comment, à travers des luttes sociales, à travers des mouvements sociaux qui s'organisent, on peut imaginer des transformations à venir. Aucun régime n'est exempt de contradictions internes. Par ailleurs, contrairement à la typologie des régimes de welfare, qui se prêtent par définition à une analyse à l'échelle nationale, la typologie des régimes d'attachement social peut se déployer à une échelle infranationale, puisqu'il est possible de définir des indicateurs de liens sociaux au niveau régional ou local, ce qui est précieux, notamment lorsque les pays sont vastes, où des différences existent. Par exemple, des différences entre les différents États des États-Unis ou entre les différentes grandes régions du Brésil. On voit que quand on compare les différentes régions, on n'a pas exactement, la matrice des liens sociaux n'est pas exactement la même dans le nord-est que dans la région de Porto Alegre, dans les États du sud du Brésil. Il y a des traditions différentes. Et donc on peut les prendre à partir d'un travail sur des bases de données comme ça, on peut voir apparaître des différences. Et c'est pour ça qu'il faut le faire. Autrement dit, l'approche en termes de liens sociaux, par la diversité des sphères de la morale collective qu'elle intègre et par le croisement des échelles qu'elle permet, explique le système des normes collectives qui permet aux individus de tenir ensemble. Ce système des normes est à la fois stable et instable, soumis à des contradictions et des tensions qui s'expriment dans des luttes sociales et des appels au changement. Je vois dans les pays du sud de l'Europe, d'Amérique du Sud, d'Amérique latine, des contradictions manifestes entre un régime familialiste et des luttes sociales de plus en plus fortes du côté donc des féministes. Il y a une contradiction, il y a une volonté féministe tout à fait compréhensible de lutter contre les formes de domination que révèle le régime d'attachement familialiste. Et donc potentiellement ces luttes peuvent conduire à des modifications dans la matrice des liens sociaux. On voit en tout cas des contradictions majeures. Ce qui faisait la base d'un régime familialiste est en grande partie remis en question par les nouvelles générations qui ne veulent plus effectivement que l'on donne un statut inégal selon le genre, selon les fonctions traditionnelles que l'on attribue aux hommes et aux femmes. Il y a donc là potentiellement des évolutions possibles et je vois effectivement des possibilités d'évolution. Les choses ne sont pas figées, mais vous voyez qu'en même temps, il est important de pouvoir mettre des mots et des concepts sur ce qui se joue dans chacune des sociétés. Donc la typologie des régimes d'attachement social n'invalide pas évidemment l'approche néo-institutionnaliste qui a présidé à la définition des régimes de welfare et pourrait même être décrite comme complémentaire, mais je tiens quand même à préciser qu'elle ne peut pas être considérée comme le parent de cette typologie, tant elle mobilise un cadre théorique différent, ancrée dans l'analyse sociologique des mécanismes de socialisation et attentive en cela aux formes plurielles et aux fondements sociaux de la solidarité humaine. Je crois que j'ai parlé déjà beaucoup. Je vais raccourcir considérablement ma conclusion. Je voulais simplement dire en conclusion que cette approche me semble justement montrer qu'il est important de définir la structuration des sociétés modernes à partir de la matrice des liens sociaux. Cette approche, si vous voulez, elle comporte une dimension structuraliste. Il y a une ambition structuraliste dans la façon de construire cette typologie. C'est de voir finalement, à travers la matrice des liens sociaux, la possibilité d'analyser les rapports de domination, les inégalités qui traversent chacune des sociétés. Mais ce que je voudrais dire, c'est que je ne m'en tiens pas, malgré tout, à une approche structuraliste, puisque je cherche en même temps en dépassant le cadre de l'analyse statistique, à essayer de comprendre, dans une approche plus compréhensive, plus weberienne également, la façon dont se combinent des traditions historiques et des traditions aussi anthropologiques ou des représentations de la société qui diffèrent considérablement d'une société à l'autre. Et c'est pour ça que mon approche, elle combine finalement une vue d'en haut et une vue d'en bas, une approche macro-sociologique et une approche micro-sociologique, et elle permet, me semble-t-il, ainsi de mieux comprendre la structuration des sociétés modernes. Je vous remercie beaucoup.
Bom, obrigada, professor Pogam, pela fala rica e estimulante. São 10h20. Teoricamente, nós deveríamos terminar às 10h30, mas eu acabei de ter a boa notícia de que nós podemos ter 15 minutos, mas não mais que 15 minutos, de tolerância para a conversação, porque às 11h há uma outra atividade que acontece nessa mesma sala. Bom, aberto a vocês para qualquer comentário. Há um microfone aqui. Eu vou pedir que, quando vocês comecem a falar, digam o nome e a instituição. Como você preferir. Não, se português, ele falar em português. Pode falar em português. Bom dia. Foi um prazer conhecê-lo pessoalmente e ouvir a sua exposição de uma pesquisa e de uma questão teórica, né, muito importante, eu acho. Eu sou Luiz Inácio Geiger, trabalhei muitos anos numa universidade no sul do Brasil, Unicinos, agora estou me aposentando. E nós vamos nos encontrar quinta-feira, num painel, numa atividade coordenada pela professora Raquel Weiss. Sim. Vamos estar juntos. Bom. E eu vou poder falar um pouquinho da minha pesquisa, que tem muitos pontos de contato, que também é sobre os laços sociais. Então, eu não vou falar dela, a não ser de algumas coincidências. Por exemplo, nós temos também quatro tipos de vínculos sociais ou de laços sociais. E chegamos ao final a 6 modelos. Mas é uma pesquisa sobre ativismo social. Ativismo social contemporâneo, uma pesquisa internacional também que nós fizemos. E isso, por ser uma pesquisa sobre ativismo, onde nós estamos buscando entender o comportamento dos indivíduos, a forma como eles reagem, inclusive aos laços sociais nos quais eles estão agindo, vivendo, inclusive no sentido de lutar contra essa estrutura de laços sociais, é o caso do movimento feminista, que o senhor evocou. Eu perguntaria, então, tenho 2 questões. Essa é mais de fundo teórico. Nós poderíamos, olhando para o outro lado da moeda, nos interrogarmos sobre a forma como os indivíduos, em cada um desses níveis, se conduzem e reproduzem aquela estrutura de vínculos, ou a modificam, a fortalecem ou a enfraquecem. Não é? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que tem relação com esse quadro, é que, olhando ali os coeficientes, eu percebi primeiro um problema nosso, já que o Brasil está no segundo cluster. Porque nós temos, então, essa ênfase, essa força dos laços familiares, e queremos, pelo menos, essa proposta, grosso modo, de muitas correntes de pensamento e da política, termos um país com uma grande força universalista. Portanto, os laços de cidadania. Só que os laços intermediários são fracos. Há uma relação, digamos assim, de construção progressiva dos laços de filiação até chegar nos laços de cidadania universalistas. No caso aqui dos últimos países, do último cluster, a gente vê que todos os 3, tirando o primeiro, que é fraco, os outros 3 estão mais ou menos na mesma dimensão. Sim. Não é? Parece, então, que para chegar no modelo universalista é preciso ter também os outros modelos precedentes, anteriores, também desenvolvidos. Esta, então, é uma pergunta de entendimento e também para ouvi-lo sobre isso. Obrigado. Obrigada. Je réponds tout de suite ou on prend d'autres? Se há algum outro comentário, a gente passa, senão, acho que você responde. Ou peut-être une autre question. Ah oui.
Bom dia. Muito obrigado pela palestra. Me chamo Daniel, eu sou aluno do IESP, na UERJ. Né? Depois chego um pouco atrasado porque eu me perdi aqui pela Unicamp. Mas, enfim, estamos aprendendo. Nós também nos perdemos no começo. Eu também. Não, e olha que eu estava com uma pessoa local, mas mesmo assim foi complicado. Mas, enfim, eu fiquei, na verdade, com uma dúvida. Acho que uma questão que mais ou menos perpassa o questionamento do colega anterior. O primeiro, com relação, na verdade, à discussão dos regimes de vínculo social, eu fico pensando, porque você fez uma grande ênfase em separar em relação ao regime de bem-estar social. Mas, em alguma medida, eles parecem também se aproximar, no sentido de que um universalista ele se parece com alguns estados de bem-estar social, mas principalmente, talvez, eu diria, porque aí muda, né? O Spin-Andersen tem a questão do corporativismo para a Alemanha, mas, assim, principalmente, me parece que a questão do universalismo também se torna a questão mais interessante para onde as pessoas estão buscando chegar, né? Enquanto isso, o familismo tem também umas características de corporativismo, a maioria ali parece que entraria em características de corporativismo. Mas uma questão que me chama a atenção nesse ponto era, na verdade, sobre o Chile, porque o Chile ele entra como familismo e ele tem um Estado que seria subventor em termos econômicos, e ele também tem uma questão, para mim, pelo menos, que chama a atenção, que é a proximidade, na verdade, que hoje em dia que existe da população com, na verdade, os protestos, né? Na última década, você tem uma década de protestos sociais muito grande. Foi, talvez, o pós, né, Bolívia, que foi em 2005, foi a única chance que você teve de ter uma constituinte diretamente vinculada aos protestos, saído diretamente dos protestos. Então, eu queria entender um pouco mais como é que você vê justamente essa relação ali, no caso chileno, com essa discussão sua de vínculos de regime, um pouco. Obrigado. Obrigada. Mais uma. Bom dia, meu nome é Osaná, eu sou doutorando da UFBA. Queria agradecer a palestra muito boa do professor. Minha dúvida está relacionada à solidariedade geracional, indo de uma perspectiva de Karl Mannheim, né, que a geração vai além da questão etária, mas sim de um compartilhamento de posições, de vantagens e desvantagens de uma geração. Minha dúvida é, dentro dessa teoria do vínculo social, essa solidariedade específica ela seria uma forma de proteção transversal entre os laços ou enquadraria dentro de alguma outra forma conceitual analítica? Obrigado. Bom, eu penso que a gente pode recolher as três, passamos ao professor Pogam e usaremos até às 10h45, si alguém ainda quiser fazer algum comentário. Merci beaucoup pour ces commentaires. Alors je précise que le livre L'attachement social va bientôt paraître, il a été publié en 2023, il va bientôt paraître en poche en français, et on me demande de faire une postface pour répondre à des questions qui me sont posées. Donc je pourrais intégrer aussi les questions que vous m'avez posées dans cette postface à la nouvelle édition. Et je pourrais peut-être aussi les intégrer d'ailleurs dans le texte qui va paraître, enfin la traduction en portugais. Alors, vous avez commencé à parler des recherches que vous menez sur l'activisme. Et donc, si j'ai bien compris, vous vous placez là du point de vue non pas du modèle social général, mais de l'approche des individus. Et c'est vrai que je n'ai pas ici développé l'analyse au niveau individuel, mais on peut tout à fait envisager, à partir de cette définition des différents types de liens, de voir comment ces différents types de liens jouent aussi à l'échelon d'individus ou de groupes d'individus. Il y a tout un chapitre dans le livre qui porte sur justement l'utilisation de cette définition des liens sociaux pour analyser les conflits sociaux, les mouvements sociaux.
vous pourrez lire ce chapitre où j'analyse comment historiquement certains conflits ont pu justement réussir par la capacité de ces conflits à entrecroiser les différents liens sociaux dans la lutte. Et donc j'ai pris par exemple des grèves ouvrières du début du XXe siècle en France pour bien montrer que ces différents types de liens sont entrecroisés dans les luttes. Alors je n'ai pas le temps ici d'en faire la démonstration, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que si aujourd'hui j'ai montré les éléments d'une approche macro-sociologique, elle n'est pas exclusive du type de raisonnement que je poursuis. Il s'agit bien d'articuler différentes approches possibles, et en tout cas, il est possible d'avoir une analyse de l'entrecroisement des liens sociaux en partant des individus et en partant des luttes sociales. On pourra en rediscuter si vous voulez bien. Alors, vous parlez, et je crois que ça rejoint un petit peu des questions que vous m'avez posées aussi sur la question du Brésil. Oui, c'est vrai que je viens de discuter lundi dernier avec mes étudiants de cette question, et ils ont fait la même remarque, parce que leur représentation du Brésil, c'est que le Brésil a mis aussi l'accent sur la citoyenneté dans le cadre de la nouvelle constitution et la généralisation des services, l'égalité face à l'accès à certains droits, à des droits, l'accès à la santé par exemple, mais aussi aux bourses famille, etc. Et donc on n'a pas le sentiment que le Brésil a abandonné la citoyenneté comme facteur fondamental de l'organisation, mais au contraire, ces dernières années, le lien de citoyenneté semble même s'être considérablement développé au Brésil. Donc je n'ignore pas cet aspect-là, ça fait partie de la réalité il faut en tenir compte. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que pour que le lien de citoyenneté soit particulièrement développé dans un pays, il y a une condition qui n'est pas remplie, me semble-t-il, au Brésil, c'est la fiabilité de l'État. C'est la fiabilité des institutions républicaines. C'est la fiabilité et la confiance que l'on peut avoir dans ceux qui gouvernent. Et donc là, les indicateurs que l'on prend en compte quand même, quand on compare les différentes sociétés, ben, il y a une méfiance quand même assez importante des Brésiliens dans ce système. Et je suis frappé même dans les élections qui sont en cours là, au Brésil, de voir que la question des institutions qui représentent la nation, ou qui représentent l'État, dans l'État de São Paulo par exemple, elles ne sont pas fiables pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a des critiques pendant les élections, on critique même les institutions. Vous ne verrez jamais ça en France, c'est-à-dire qu'on ne critique pas les institutions. L'État, et dans tous les pays nordiques aussi, l'État c'est nous. L'État c'est nous. L'État nous représente. Donc on ne peut pas critiquer l'État, on ne peut pas remettre en question les institutions. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a tout de même un écart entre l'intention de développer un régime fondé sur l'égalité et la réalité, le fonctionnement lui-même de ces institutions. Donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'il ne faut pas seulement penser en termes de déclaration, mais en termes d'organisation également de l'État. Et de ce point de vue-là, il me semble qu'il y a quand même des différences assez fortes que l'on peut mettre en avant. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire. Je voudrais aussi insister sur le fait que même si le régime universaliste semble le régime le plus séduisant du point de vue de l'égalité des citoyens, et c'est vrai que quand on compare ce régime avec, si on croise les indicateurs, par exemple, d'inégalité de genre, d'inégalité de classe sociale, de revenus, on s'aperçoit effectivement que c'est dans ces pays où les inégalités sont les moins élevées. Elles sont les plus élevées dans les régimes familialistes, évidemment. Donc, on serait tenté de se dire, ben voilà, si on veut progresser, c'est vers ce type de pays et ce type de développement qu'il faut envisager. En réalité, je m'explique dans le livre sur cette question, je ne veux pas
que l'on pense qu'il s'agit, dans ma perspective, d'une évolution possible, d'un passage obligatoire d'un régime à un autre. Il n'y a pas d'évolution possible. Chaque société évolue à son propre rythme et combine des éléments de modernité et des éléments de tradition. Et chaque régime enferme en lui-même un rapport de domination qu'il faut prendre en compte. Et ce rapport de domination, il existe aussi dans les pays nordiques. Donc il faut, en tout cas, je ne voudrais pas donner l'impression qu'il y aurait comme des étapes à franchir dans le développement. Chaque société a sa propre dynamique. Donc ça, c'est le point. Après, ce que vous avez souligné concernant le Chili, qui est un pays, effectivement, où on aurait pu s'attendre à ce qu'il soit proche du Brésil et de l'Argentine. Et effectivement, j'ai des étudiants chiliens qui ont travaillé avec moi et qui m'ont même aidé à faire cette base de données et qui se disent « Ah, quand même, c'est décevant. On aurait aimé quand même être dans le cluster, au moins le cluster 2 et pas le cluster 1. » Mais ces étudiants chiliens me semblent aussi voir les choses concrètement et se rendre compte que probablement il n'y a pas au Chili une matrice de société salariale aussi importante qu'en Argentine et n'a pas non plus la tradition qu'elle a pu avoir au Brésil, notamment dans les années 30. Donc il y a des différences historiques également majeures. Donc la société chilienne est du point de vue du développement économique beaucoup plus libérale que la société brésilienne de ce point de vue-là. Et donc ça peut jouer également très, très fortement. Et puis, mes étudiants qui sont des étudiants vraiment de gauche, progressistes, ils se disent comment faire. La question qui se pose, c'est comment peut-on rester familialiste et moderne. Donc c'est ça l'idée, c'est comment ne pas renoncer à ce qui fait la cohésion de notre pays tout en étant progressiste et en faisant avancer des idées d'émancipation individuelle. C'est une contradiction et c'est pas facile à faire. Franchement, ils se posent cette question parce que ça les travaille profondément. Donc, en tout cas, moi, je peux pas aller tout à fait au-delà donc de cette explication que je peux vous donner à ce stade. Concernant la question plus générale des solidarités intergénérationnelles, moi, c'est bien sûr une question très importante et elle varie aussi selon les normes sociales d'une société à l'autre. Quand on avait regardé avec Nadia, je ne sais pas si tu te souviens, au Brésil, on trouvait qu'il y avait des différences. Les jeunes étaient finalement plus émancipés que dans certains pays, c'est-à-dire qu'ils quittaient plus rapidement leur famille, mais que les personnes âgées restaient quand même beaucoup plus souvent, très longtemps, au domicile de leurs enfants. Donc il y a des variations assez frappantes. Donc de ce point de vue, donc la solidarité intergénérationnelle relève de normes qui sont aussi des normes nationales et qu'il faut considérer. Et je pense qu'on pourrait poursuivre cette question en prenant en compte les théories du Caire, tous les travaux internationaux qui sont menés autour de cette question, parce que le Caire rejoint la question de la solidarité intergénérationnelle. Donc je ne sais pas si j'ai totalement bien répondu, mais j'ai essayé dans le petit espace de temps qui restait, de vous apporter quelques éléments complémentaires. En tout cas, merci beaucoup. Je vous remercie très chaleureusement de votre attention très forte pendant toute la conférence et pour la qualité de vos questions. Merci beaucoup. Obrigada a você. Como nós juramos à organização do programa que íamos usar bravamente todos os 15 minutos de prorrogação, e ainda temos 3, eu queria terminar agradecendo a todos e chamando a atenção para o fato de que, ao tempo em que nós discutíamos aqui a provocação de Pogam e os nossos comentários, 4 ideias me ficaram na mente como talvez interessantes para fechar essa discussão. E todas, depois eu fiquei pensando, todas dizem respeito à importância de alguma coisa. Ou seja, eu acho que fizemos uma boa discussão.
A primeira, eu acho que é a importância do diálogo ao interior da tradição da sociologia, né? Ou seja, os clássicos ainda podem dar algum ponto de partida, né? Como, por outro lado, desafiar essas interpretações, pensando as dificuldades de cobertura dessas interpretações hoje, né? Mas também a ideia de que, se a dimensão institucional da construção das sociedades, que agora acabou de ser consagrada com o último prêmio Nobel, né, ela é central, quer dizer, explicar pela via das instituições importa, né, isso não esgota o repertório que precisamos mobilizar para entender a dinâmica social, né? Ou seja, isso não elude a importância da construção subjetiva da experiência do viver em sociedade, o tal faire société, né? E a gente tem vários estudos nesse sentido, abundantes no caso brasileiro, onde eu pensava o relevo conferido aos mecanismos que você chamava atenção, o controle social, o hábitos e a memória coletiva, né? Então, muito interessante também pensar como os desafiadores processos de reconstrução, de reinvenção de memórias coletivas, e no Brasil isso é abundante, né? Tem um papel central na produção de novas identidades, de novos hábitos e de novos controles sociais que deles decorrem, né? Onde é muito interessante, talvez isso sugira, haverá uma hierarquia entre esses três elementos? Por exemplo, vamos restabelecer a herança de Maurice Roback, né, dizendo que a memória coletiva é central, tem uma precedência no processo de construção de hábitos e do controle, né? Há alguma sobreposição entre eles, entre as noções de hábitos e controle, né? Um segundo ponto que eu acho que ficou efervescente na nossa conversa era a importância das formas morais, né? E o restabelecimento de seu valor heurístico, para pensar os fundamentos gerais da solidariedade em cada sociedade. Mas como as formas são desiguais e as moralidades distintas ao interior de uma mesma sociedade nacional, tudo isso novamente nos devolve o desafio de pensar e qualificar ideias de uma moral cívica, né? E aí, no nosso caso, a tentativa de pensar intranacionalmente, regionalmente, né? E repensar os indicadores eles mesmos. Me lembrava da discussão nossa, os nossos idosos, eles protegem, eles provêem renda, eles cuidam e não são necessariamente beneficiários de cuidado. Como é que ficam esses indicadores, né? A importância, terceiro ponto, de pensar essa relação proteção-reconhecimento, né? Esse jogo complexo que está na base do processo de vinculação, né? E, por último, a importância de pensar o movimento das estruturas no tempo, onde a complexidade da ponderação entre os elementos que viabilizam a dinâmica de transformação e o risco da linearidade, ou seja, o risco do universalismo como ponto de chegada, né? Essa atração sedutora de que Pogam falava do universalismo. Eu acho que botamos nessa sessão pontos sobre a mesa que me parecem extremamente interessantes para o debate da sociologia e para a reflexão da sociologia e da ciência social no Brasil. Eu agradeço imensamente ao professor Pogam por sua presença e também a todos vocês e a vitalidade das nossas reflexões. Que tenham uma boa sequência de debates nesse encontro da Unpox. Obrigada. C'est vachement bon. Tu me les envoies. Si personne ne parle, je n'ai pas de tête. Fallait faire. Non, c'est super. Merci beaucoup, Nadia. Non, rien, merci à toi. Nos comportamos bem. Pronto.